Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Dash Télévision, c'est l'heure du Prime et voici les titres. Transition énergétique et volatilité des cours du brut, le secteur pétrolier camerounais confronté à des défis majeurs. Il est annoncé la création de la Banque africaine de l'énergie qui représente une opportunité pour des pays comme le Cameroun de redynamiser son secteur énergétique et une nouvelle institution financière panafricaine qui vise à combler le déficit de financement auquel sont confrontés les pays producteurs de pétrole. L'industrie cinématographique camerounaise des salles de cinéma aujourd'hui quasi inexistantes et à l'agonie pour certaines ou vouées à d'autres, pour d'autres à une mort programmée. Les propriétaires résistants croient savoir la cause de cette décrépitude. La résurrection des salles de cinéma est-elle encore possible? Une question par laquelle les amoureux du 7e art répondent par l'affirmative, estimant qu'il faudrait braver plusieurs défis comme celui de l'investissement massif. Crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, l'assassinat du célèbre général ambazonien Lucifer a permis aux autorités du département de la Mémé de découvrir que des acheteurs de cacao de cette circonscription administrative financent l'activité des séparatistes. Une découverte qui pose le problème des rançons versées pour leur survie et surtout les défis d'y mettre fin auxquels ils devront désormais faire face. C'est tout pour les titres, tout de suite les détails. « 50 000, c'est le chiffre du jour et qui correspond au nombre de Camerounais à s'être installés au Canada au cours de ces dernières années. Le Canada, destination favorite pour la plupart de ses compatriotes qui veulent vivre le rêve canadien. Mais toutefois, son Excellence Ngolé Philippe Ngwessé, le haut-commissaire du Cameroun au Canada, rappelle que ce chiffre pourrait ne pas refléter la réalité car peu de Camerounais s'inscrivent auprès du haut-commissariat pour obtenir la carte consulaire. Et en l'absence de recensement fiable, il est difficile d'établir un nombre précis de résidents camerounais dans ce pays qu'est le Canada. On parle justement de ces Camerounais installés au Canada, 50 000 selon le haut-commissaire du Cameroun au Canada. Des chiffres qui illustrent la dynamique migratoire actuelle ayant conduit les autorités québécoises à exprimer leur intention de restreindre l'accueil des infirmiers camerounais sur leur territoire. Par exemple, le récit d'Audrey Melingui. Le Canada, Eldorado pour les Camerounais. Ils sont un peu plus de 50 000 répartis principalement dans 4 provinces, notamment le Québec, l'Ontario, avec des concentrations à Montréal et Toronto. Ces statistiques révélées par le haut-commissaire du Cameroun au Canada pourraient être plus élevées. Il est en effet difficile pour les autorités d'avoir les chiffres exacts. Très peu de Camerounais signalent leur arrivée en terre canadienne. La situation inquiète. Tenez, pour cette seule année 2024, 6 000 Camerounais ont quitté le territoire, d'après le patronat camerounais. Une question se pose avec acuité. À terme, l'État ne va-t-il pas payer cher le prix de cette migration massive de la population? Pour moi, loin d'être un déficit pour le Cameroun, c'est à peu près une sorte de fer de lance que le Cameroun pourra aussi sortir pour dominer le monde à travers sa culture, à travers son art culinaire, à travers son vestimentaire. Donc, regardons ça sous ce prisme-là et non se dire que non, 50 000 Camerounais au Canada, c'est la dislocation familiale, c'est le Cameroun qui ne va plus se reconnaître. Mais je peux comprendre ce que vous voulez dire. La réalité aussi, c'est que les familles qui étaient sédentaires ici, quelqu'un en Balmayo, un autre à Douala, un autre et en Konsamba, c'est pratiquement terminé. Le Cameroun et le Canada qui entretiennent des relations bilatérales face à cette fuite de cerveau établissent des stratégies pour réduire l'impact du phénomène. Il y a quelques semaines, le gouvernement québécois a exprimé son intention de restreindre l'accueil des infirmiers camerounais, illustrant l'impact de cette dynamique migratoire sur le secteur de la santé au Cameroun. Une estimation qui trouve tout son sens si l'on s'en tient aux chiffres déjà publiés en 2023. Et les statistiques gouvernementales québécoises publiées l'an dernier montrent justement que le Cameroun représentait à lui seul 11,8% des immigrants permanents, se plaçant juste derrière la France avec 13%.
Le secteur pétrolier, je vous le disais en titre, camerounais comme bon nombre de ses pairs africains est confronté à des défis majeurs liés à la transition énergétique et à la volatilité des cours du brut. La création de la Banque africaine de l'énergie s'inscrit dans ce contexte et représente une réelle opportunité pour le Cameroun de redynamiser son secteur énergétique. Une nouvelle institution financière panafricaine qui vise également à combler le déficit de financement actuel auquel sont confrontés les pays producteurs de pétrole du continent africain. Larissa Libom. Le Cameroun, riche en ressources pétrolières et gazières, a besoin d'investissements massifs pour développer ses infrastructures et améliorer sa production. La Banque africaine de l'énergie, en proposant des financements adaptés aux spécificités du secteur énergétique africain, offre une solution de choix. Selon l'économiste Yaya Saïdou, cette nouvelle banque pourra soutenir des projets d'exploitation, d'exploration, de raffinage et de transport d'hydrocarbures, permettant au Cameroun de maximiser l'exploitation de ses ressources naturelles. La Banque africaine des énergies vise à financer des projets énergétiques sur le continent africain, y compris ceux liés à l'énergie renouvelable et non renouvelable. Cela pourrait donc aider le Cameroun à diversifier son secteur énergétique et à garantir un approvisionnement énergétique fiable. Sur cette question, le Cameroun, avec ses potentialités de production d'énergie et en termes d'hydroélectricité, est le deuxième pays africain en termes de potentiel derrière la RDC. Donc ce financement pourrait donc permettre de financer des différents projets énergétiques et de rendre le pays, n'est-ce pas, autonome et indépendant sur sa production énergétique. La Banque africaine de l'énergie ne se limite pas à soutenir le secteur pétrolier traditionnel. Elle accordera également une attention particulière aux projets d'énergie renouvelable et aux initiatives visant à améliorer l'efficacité énergétique. Cette approche permettra au Cameroun de diversifier son mix énergétique, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de s'aligner sur les objectifs de la transition énergétique. En termes de transition énergétique, donc la Banque africaine des énergies pourrait donc jouer un rôle crucial dans la transition énergétique du Cameroun en soutenant des projets de production d'énergie propre et durable. À ce niveau, aujourd'hui, la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays représente à peine 5%. Et l'objectif, n'est-ce pas, ciblé à l'horizon 2035, c'est de porter ce taux à 25%. Il faudra alors produire dans les 1500 mégawatts supplémentaires à l'horizon 2035. En tant que membre fondateur de l'Organisation des producteurs de pétrole africains et acteur clé du secteur pétrolier en Afrique centrale, le Cameroun jouera un rôle important dans la définition des orientations stratégiques de la banque. Fondée le 27 janvier 1987 à Lagos, l'APPO regroupe aujourd'hui 18 États. Selon la Société nationale des hydrocarbures, le Cameroun a encaissé plus de 174 milliards de francs CFA de revenus pétroliers entre janvier et avril 2024. Et le dossier de ce Prime, justement, qui se consacre à la fermeture des salles de cinéma au Cameroun et avec la question de savoir pourquoi les salles de cinéma se meurent. L'industrie cinématographique camerounaise est orpheline de l'une de ses composantes majeures que sont les salles de cinéma quasi inexistantes dans certaines régions, à l'agonie dans d'autres ou même vouées à une mort programmée. Et pourtant, les promoteurs, eux, pensent qu'il y a espoir de redonner vie au 7e art camerounais. Malheureusement, la fermeture de ces salles de cinéma est un véritable séisme pour l'industrie cinématographique locale, selon les acteurs du secteur. Une fermeture qui a non seulement privé le public d'un espace culturel essentiel, mais a également contraint les différents cinéastes à repenser radicalement leur mode de production et de diffusion qui restent aujourd'hui les seules alternatives à la fermeture de ces salles ludiques. Larissa Libom. Les salles de cinéma, bien plus que de simples lieux de projection, constituaient le cœur battant de l'industrie cinématographique. Un espace de rencontre, de partage et de célébration de la culture nationale. Leur fermeture a eu un impact considérable sur l'ensemble de l'écosystème cinématographique. Les cinéastes camerounais, obligés de repenser leur mode de diffusion, se tournent résolument vers le streaming, qui n'est pas sans contrainte. C'est très dur, c'est très dur, mais moi je pense quand même que il y a d'autres possibilités. Lorsqu'on se démarque du lot, le streaming, vous devez être en activité à tout moment, parce que si vous avez, je prends un exemple, si Larissa crée sa chaîne YouTube, où elle met du contenu,
Si les gens vont commencer à regarder, quand ils vont s'habituer, si vous sautez 1, 2, 3 mois, on vous oublie. Donc c'est un peu ça, ça dit que ça impose une autre façon de travailler. Pour faire face à ces défis, de nombreux cinéastes camerounais ont compris qu'il était nécessaire de se démarquer et de développer une véritable marque personnelle. En devenant l'égérie de leurs propres œuvres, ils espèrent attirer l'attention des producteurs, des distributeurs et du public. Ça amène les producteurs à travailler sans repos. Je pense qu'un producteur, celui qui fait dans la production de cinéma, ne devrait pas compter seulement sur le streaming. Il doit être à mesure de vendre. Il doit être à mesure de vendre aux chaînes de télévision d'abord, avant de regarder le streaming. Je pense que la culture dans un pays est indispensable. La culture dans un pays, c'est la culture qui vend le pays, c'est la culture qui impose d'ailleurs le pays. J'ai pris l'exemple des États-Unis. Si nous prenons l'exemple du Nigeria, beaucoup de personnes ont entendu parler du Nigeria parce qu'ils regardaient les films nigériens. Oui. Voilà. Donc, chez nous, ce n'est pas encore ça, mais on espère qu'avec le temps, ça va venir. La fermeture des salles de cinéma a été un choc pour le cinéma camerounais, mais elle a aussi été un catalyseur de changement. Les cinéastes doivent désormais trouver de nouvelles voies pour exprimer leur talent et toucher leur public. Je vous le disais à l'entame de ce dossier, l'industrie cinématographique camerounaise est orpheline de l'une de ses composantes majeures. Les salles de cinéma, quasi inexistantes dans certaines régions, à l'agonie dans d'autres, ou même vouées à une mort programmée. Les propriétaires résistants croient pourtant savoir la cause de cette décrépitude, mais au-delà de leur passion pour le 7e art qui les y maintient encore, ils estiment que la résurrection des salles de cinéma est encore possible, à condition pour les pouvoirs publics de s'y investir. Le reportage de Serge Bertrand ici. Le cinéma camerounais est un long métrage dans lequel chaque acteur ne joue plus pleinement sa partition. Jadis porté au premier rôle, les salles de cinéma jouent désormais les figurants. La décrépitude de ces espaces de promotion du 7e art depuis au moins 2 décennies est la conséquence de l'absence d'une politique culturelle, mais surtout de la migration de l'analogique vers le numérique qui a davantage accentué le processus. Le cinéma mondial a changé de paradigme. On est parti de l'analogique pour le numérique. Et au Cameroun, ça n'a pas suivi. Mais ce n'est pas qu'une panache du Cameroun, non. Ça envahit toute l'Afrique. De l'Abia ou du Capitole à Yaoundé, en passant par le cinéma Le Vouri à Douala, ces espaces de divertissement ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Une intrigue que les acteurs n'avaient certainement pas prévue dans le scénario et ne peuvent alors s'armer que de leur passion pour l'art, dans l'attente du dernier combat. La résurrection des salles de cinéma est encore possible au Cameroun. Oui, les acteurs y croient dur comme fer. Le premier coup de grâce serait alors la réouverture par chaque commune des anciens vidéoclubs. Il suffit tout simplement que les mairies d'arrondissement mettent dans leur programme la réouverture des espaces cinématographiques. C'est quoi? À l'époque, il y avait des petites salles qu'on appelait des vidéoclubs. C'est dans cette optique seulement que le nouveau scénario de ce long métrage devra être écrit afin que les salles de cinéma puissent pleinement jouer leur partition pour un dénouement heureux à la fin de l'histoire. Les salles de cinéma, autrefois un lieu de rassemblement et de partage, se trouvent aujourd'hui confrontées à une mutation profonde liée à l'essor du numérique. Les plateformes de streaming qui ont modifié les habitudes des consommateurs, des spectateurs remettent en question le modèle économique des salles de cinéma traditionnelles. Au Cameroun, comme partout ailleurs dans le monde, cette transformation soulève de nombreux enjeux et interroge sur l'avenir de cet art ancestral. Audrey Melingui. L'avènement des plateformes de streaming a offert aux spectateurs une flexibilité sans précédent. Ils peuvent désormais accéder à un catalogue de films et de séries à tout moment et en tout lieu. Cette facilité d'accès a considérablement modifié les habitudes de consommation. Selon une étude récente, les ventes de billets de cinéma ont chuté de 10% en 2020. Les salles de cinéma, contraintes par des horaires fixes et une offre limitée, se sont retrouvées désavantagées. C'est Telegram ou sur les sites comme oxtorrent.com que je regarde mes films. Je regarde mes films
Telegram, application Telegram ou beaucoup plus aussi YouTube. Certaines personnes ont néanmoins encore un penchant pour les salles de cinéma traditionnelles, car elles mettent en exergue une expérience unique et une atmosphère spécifique. Les avantages sont les avant-premiers parce que forcément il n'y a pas les trucs, il y a les films sur... Il y a les films au cinéma qu'on peut voir sur les sites où c'est illégal, donc c'est mieux de venir voir au cinéma. L'amélioration de l'expérience spectateur est au cœur des initiatives mises en place par les salles de cinéma. L'illustration peut être faite par l'introduction de technologies immersives comme la 3D et la 4D, sans oublier la création d'espaces de détente et de socialisation. De plus, la programmation événementielle et les partenariats avec d'autres acteurs culturels permettent de créer du lien avec le public et de se différencier de la concurrence. Des efforts qui peinent à porter des fruits. En gros, les salles de cinéma doivent faire face aux défis de financement, de la diversité de l'offre et des effets néfastes causés par le piratage. On en parle justement avec Eli Walter Ngambi, il est chroniqueur culturel et conseil en ingénierie artistique. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors on l'a suivi, le cinéma camerounais se meurt. Raison, cause, conséquences et surtout pourquoi? D'abord, le cinéma camerounais ne se meurt pas véritablement puisqu'il est toujours actif. Il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, il y a des acteurs et de nombreux autres professionnels du cinéma qui se meuvent sur la scène artistique camerounaise et également à l'international. D'ailleurs, je pense que le Cameroun a l'un des viviers les plus importants en Afrique des acteurs de cinéma. Et quand je dis acteurs de cinéma, c'est tous ceux qui font dans le métier du cinéma. Et les métiers du cinéma sont très nombreux, on le sait. Et donc, ils sont nombreux des Camerounais qui le pratiquent, qui font des productions cinématographiques, qui réalisent des œuvres, qui font dans l'actorat. Donc, maintenant, il se trouve simplement que le cinéma camerounais a du mal à se distribuer dans l'espace national. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a une dynamique industrielle qui se met péniblement en place, ça c'est certain. Et le marché du cinéma au Cameroun n'est pas suffisamment développé du fait d'un certain nombre de manquements, pour ne pas dire de pesanteurs, peut-être liés aux acteurs eux-mêmes, mais surtout justement parce qu'il n'y a pas véritablement de salles de cinéma qui sont des espaces de diffusion et d'exploitation des œuvres cinématographiques. Mais Eli Walter, on aura beau avoir des salles de cinéma, mais si le jeu artistique est mauvais, je crois que ça ne pourrait pas attirer la population à venir regarder les œuvres. Ben, moi, je suis toujours vraiment curieux et quelque peu gêné d'entendre ce procès fait à l'art camerounais de manière générale. Si ce n'est pas la musique, c'est au cinéma. Bien sûr, c'est les arts les plus populaires. Qu'il y ait un problème de qualité. Attendez, je ne pense pas qu'il y ait tant un problème de qualité. Tout au moins si on utilise les points de comparaison par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai, le cinéma le plus mondialement consommé, le plus mondialement connu, c'est celui d'Hollywood, qui ne produit pas toujours que des films. Il y a des navettes qui sont produits à Hollywood, à côté de films de blockbusters qui sont de très grande qualité et qui sont très bankable et donc sur le plan commercial ont des performances assez exceptionnelles. Et si on revient chez nous, il se trouve qu'il y a une production qu'on peut peut-être ranger parmi les navettes parce que le film peut-être en termes de qualité n'a pas suivi, n'a pas bénéficié de très bonnes critiques. Oui. Encore faut-il qu'il y ait de la critique cinématographique qui opère, ou sur le plan commercial, elle n'a pas véritablement porté, ou simplement elle n'obéit pas à toutes les normes de qualité. Mais il y a à côté de ça aussi une production cinématographique qui se veut de qualité. Maintenant, c'est vrai que moi, si j'ai un reproche à faire au secteur cinématographique au Cameroun, c'est cette confusion de genre qui est entretenue entre le cinéma à proprement parler et toute autre production audiovisuelle, notamment les séries
télévisés ou encore les films télévisés, les films destinés à la télévision. Bref, tout ce qui est production audiovisuelle destinée à la télévision ou à la diffusion dans l'espace numérique n'est pas forcément le cinéma. C'est vrai que même le cinéma lui-même est en train de faire sa mue aujourd'hui à la faveur de la pénétration de nouvelles plateformes de diffusion et de distribution telles que Netflix, qui non seulement se répandent dans le secteur productif, mais également dans la diffusion à travers d'autres canaux que les salles obscures. Mais toujours est-il dit que ça n'empêche pas que ce qui est film, cinéma, cinématographique, obéit à un certain nombre de canons. Peut-être à ce niveau-là, on a plus de production audiovisuelle de façon générale que de véritables productions cinématographiques et encore des productions qu'on peut qualifier de véritables blockbusters, c'est-à-dire des productions à grand budget et à très fort renfort d'éléments techniques, technologiques même, pour lui assurer une qualité qui lui peut lui faire le plus voyager possible vers autant de salles obscures que de spectateurs ou de téléspectateurs. Vous parliez d'un procès. Tout à l'heure, je vous posais justement la question, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées sur le terrain et qui montrent clairement que l'industrie cinématographique aujourd'hui est inexistante ou alors de mauvaise qualité, due peut-être au manque de formation des acteurs. Camerounais, c'est la raison pour laquelle il n'est peut-être pas attrayant. Mais encore que si on parle des acteurs, encore faut-il voir qui sont ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle de l'industrie, dans l'industrie, il y a la production. Encore que l'industrie, c'est une chaîne de production de valeur. Donc, il y a la production qui commence par la production. Et in fine, c'est ceux qui consomment le produit qui a été réalisé. Et donc, entre les deux, il y a les intermédiaires. Et parmi ces intermédiaires, vraiment, il y a une foultitude d'intermédiaires au cinéma, notamment ceux qui assurent la diffusion ou l'exploitation de l'œuvre cinématographique, notamment l'exploitation en salle. Or, il se trouve qu'effectivement, s'il y a un certain dynamisme en ce qui concerne l'élément productif, c'est-à-dire le premier maillon de cette chaîne, la production, est assurée, peu importe la qualité, mais elle est assurée entre donc le producteur et la diffusion pour qu'elle soit disponible auprès du public. C'est là où il y a un gap énorme, il y a des manquements sérieux. Et c'est ça qui peut expliquer qu'on a mal à une véritable industrie cinématographique au Cameroun. Alors, je vais prendre deux périodes pour qu'on essaye de comprendre. On a eu 1991-2003, année marquée par une production soutenue. Sauf que quelques années plus tard, on a l'impression que le soutien justement à cette industrie cinématographique a disparu et montre le peu d'intérêt aujourd'hui que l'on porte, notamment les autorités camerounaises, à cette industrie. Oui, c'est vrai que dans les années 1990, il a existé un fonds de soutien au cinéma camerounais, notamment le FODIC, qui a fait les beaux jours, ou du moins a participé aux beaux jours du cinéma camerounais, au moins depuis les années 1960-70 jusqu'à cette période-là, et qui a permis ainsi de financer la production cinématographique camerounaise. Et en plus de ça, le Cameroun était encore doté, franchement, d'un certain nombre de salles de cinéma qui, pour certaines même, étaient constituées de petites franchises. Donc, pratiquement dans presque toutes les grandes villes du Cameroun, il y avait des salles de cinéma. Donc il y avait des salles obscures. Et autant dans certaines villes comme Douala, Yaoundé, on en comptait dans les plus grands quartiers et parfois même plusieurs dans un même quartier. On a connu le cinéma Le Vouri ici, à côté, juste à côté, il y avait le cinéma Concorde. Et tout juste à côté, il y avait pratiquement de très nombreuses salles qui pouvaient ainsi permettre qu'une œuvre cinématographique produite puisse tourner, puisse aller de salle en salle, parce qu'en réalité, c'est ça l'exploitation d'une œuvre cinématographique. Elle va de salle en salle. Donc, à partir du moment où toutes ces salles-là ont disparu, ou ont été transformées en autre chose, forcément, ça a impacté négativement sur non seulement la production cinématographique, puisque du moment que le premier acteur de la chaîne n'a pas de visibilité en termes d'exploitation
de l'investissement qu'il a engagé, donc de la production qu'il a pu réaliser, il va de soi qu'il aura tendance à amortir toute initiative ou à ne pas trop s'engager. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il y avait très peu de production cinématographique camerounaise. Et ajouter à ça le fait qu'on a mal réceptionné, si je puis le dire, l'avènement de la télévision au Cameroun, donc qui a participé à faire croire à beaucoup qu'ils pouvaient rester dans leur petite maison et ne pas aller en salle obscure pour voir une œuvre cinématographique qui était promue dans nos chaînes de télévision. Bon, et de l'autre côté, il faut aussi dire que c'est aussi dû à des problèmes de gestion, même de ceux qui étaient les promoteurs de ces espaces-là, sans compter, bien sûr, le facteur piraterie ou de contrefaçon, encore que la contrefaçon, il faut bien la situer dans l'œuvre cinématographique. Elle a peut-être joué, mais encore que l'essentiel de la production, ou du moins de l'offre cinématographique qui était exploitée ou distribuée en salle, c'est des productions venant d'ailleurs, notamment d'Hollywood ou de Chine, notamment à un moment donné, il y a eu une prolifération de films chinois, notamment de Kung Fu et tout ça. Moi, je m'appelle plus jeune, c'est vers ça que beaucoup d'entre nous allaient. Donc, à partir du moment, la conjonction de ces différents facteurs ont contribué, surtout le fait que de nombreuses salles de cinéma ont fermé, ont contribué à tuer quelque peu l'industrie qui se mettait en place. Et donc, depuis les années 1990, vraiment, on peine à asseoir une véritable industrie du cinéma. Ce qui n'empêche pas que, quand même, un effort est fait par ces acteurs-là de mettre sur pied au moins des unités qui leur permettent d'assurer la production de quelques œuvres cinématographiques. Alors, Eli Walter, entre les années 2000 et 2010, on assiste à une véritable explosion avec la libéralisation du secteur. Les acteurs ont désormais la possibilité de s'exprimer. Est-ce que, justement, ils n'ont pas manqué le coach en mettant de côté les véritables problèmes, justement, de l'industrie cinématographique? Parce que là encore, on n'appelait véritablement pas les autorités à s'impliquer davantage dans la mise en place d'un système qui permettrait au cinéma camerounais de véritablement exploser et s'imposer sur la scène nationale. Ben, encore faut-il savoir en quoi est-ce que les autorités devaient être impliquées là-dedans. Quel est le rôle qu'ils ont à jouer, ou tout au moins quel est l'intérêt pour eux à s'y investir, quels sont les enjeux. Parce que de toutes les manières, ne perdons pas de vue que le cinéma, c'est comme tous les autres arts, il est exprimé par ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis artiste visuel, artiste plasticien, peintre. Je n'attends pas forcément que c'est mon ministre qui réalise mon œuvre. C'est moi qui dois réaliser mon œuvre et dois faire le nécessaire pour que cette œuvre soit vue. Maintenant, en utilisant ou en travaillant, en collaborant avec des intermédiaires qui vont porter cette œuvre-là là où il faut et là où elle peut être consommée. Donc, ça veut dire que c'est les professionnels du secteur cinématographique qui doivent travailler vraiment à dynamiser l'industrie qui doit se mettre en place. Ce que les autorités publiques peuvent faire, c'est accompagner par des moyens institutionnels, lesquels moyens institutionnels sont avant tout le cadre juridique. Et il y a un cadre juridique qui existe au Cameroun et qui plus ou moins adresse les problématiques liées à l'industrie culturelle et créative de manière générale, peut-être moins en tant qu'industrie qu'en tant que plus ou moins un vecteur social, c'est-à-dire que quelque chose qui participe à la socialisation des gens. Donc, c'est plus un phénomène social, c'est regardé plus comme un phénomène social que comme un vecteur économique et donc industriel qu'il faut véritablement accompagner. Et donc, le cadre juridique est peut-être insuffisant, mais qu'il est là. Maintenant, l'autre accompagnement, c'est peut-être au moyen de subventions accordées à ces acteurs, à ces professionnels, du moment qu'ils sont eux-mêmes constitués comme cela se doit, c'est-à-dire qu'en entreprise et autres. Par exemple, s'il faut que l'État finance la production cinématographique, ça veut dire qu'il faut financer les producteurs. Très bien. Combien de ces producteurs sont constitués en tant que
maisons de production, pour ne pas dire entreprises de production. La plupart d'entre eux, de ce que je sais, sont constitués en tant qu'association, qui essaient de se débrouiller tant bien que mal, de mener leur activité. Mais il y a très peu de maisons, tout au moins, qui ont pignon sur eux. Donc, ça veut dire que si vous êtes producteur et que l'État doit vous accompagner, que vous-même, vous n'êtes pas constitué, comment vous voulez que l'État vous accompagne? Maintenant, il s'ajoute à ça le fait que, quand on parle donc de l'industrie, et l'industrie, je le rappelle encore, ne se limite pas à la première chaîne. C'est-à-dire que le premier maillon de la chaîne, c'est ceux qui produisent. Et tous ceux qui participent à la production d'une œuvre cinématographique. Et vraiment, là, il y a beaucoup de métiers. Il y a les autres. Comment l'État va pouvoir accompagner le gars qui doit créer... Mais justement, est-ce que, Élie Walter, l'absence de salles de cinéma aujourd'hui n'est pas un élément clé dans la situation actuelle du cinéma camerounais? C'est vrai. Parce qu'on a vu des séries, des très belles séries camerounaises être diffusées dans des pays étrangers, dans des chaînes consoeurs, par manque de salles de cinéma. Cela aurait pu rapporter gros aux acteurs que l'on a sur place. Permettez-moi déjà de relever un certain point. Quand on parle de série, la série, franchement, il faut qu'elle soit réalisée même pas dans l'esprit, dans les canons cinématographiques pour qu'elle soit diffusée en salle. La série est destinée à la télévision ou à la diffusion numérique, comme il s'en fait de plus en plus. Par contre, si on parle de salle de cinéma, c'est pour accueillir, pour exploiter, pour diffuser les œuvres cinématographiques. Et en la matière, dont les films. Et quand on dit film, c'est les films cinématographiques, ce n'est pas les films télévisés. Bon, c'est déjà important de le dire, de le préciser. Maintenant, il se trouve donc que le cinéma, son principal support d'exploitation, de diffusion, c'est la salle. Donc, s'il n'y a pas de salle de cinéma, en réalité, il n'y a pas de cinéma. Il y a une production cinématographique, mais il manque le maillon essentiel qui le porte vers le public, qui est la salle obscure. Donc, au moins à ce niveau-là, il faut vraiment mettre l'accent. Et je voudrais insister sur une chose. On demande beaucoup au pouvoir public et très peu au secteur privé. Un peu partout où le cinéma est développé dans le monde, les salles sont l'objet, ou du moins sont l'œuvre des acteurs privés. C'est-à-dire que l'État de Cameroun, on peut bien imaginer comme cela s'est fait à une certaine époque, et encore que ce n'était pas essentiellement l'État de Cameroun qui investissait là-dessus, peut investir dans des franchises en termes de salles de cinéma, que pour autant, il faut que c'est-à-dire que c'est vous et moi. Nous avons des milliardaires au Cameroun, nous avons des millionnaires au Cameroun, nous avons des entreprises au Cameroun, et tant mieux, il y a certains magasins, ou du moins de grandes surfaces, qui offrent des espaces de cinéma. Donc, c'est à ceux-là de comprendre qu'en réalité, la salle de cinéma, c'est comme la salle de banquet. Bien, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut faire pour rêver justement le cinéma camerounais? Il faut que ceux qui ont l'argent, vraiment là je parle trivialement, ceux qui ont l'argent construisent des salles de cinéma. Une fois qu'ils ont construit des salles de cinéma, ils peuvent ne pas être ceux qui les exploitent, ceux qui les gèrent, parce qu'ils n'ont peut-être pas la capacité, la compétence, l'expertise en la matière, qu'ils recrutent ceux qui ont l'expertise. Tout à l'heure, j'ai vu mon ami Junior Ebolo, qui est dans ce métier depuis près d'une trentaine d'années. Donc, il y a des gens qui ont l'expertise. Quitte à aller en prendre, surtout des Camerounais qui sont à l'extérieur, qui travaillent là-dedans à l'extérieur, mais qui sont capables de gérer des salles de cinéma. Mais il faut d'abord les construire. Il faut en construire. Si une salle de cinéma demande un investissement de 200 millions, il y a des gens qui peuvent déployer 500 millions, ce qui veut dire 2 salles de cinéma. Donc, que ceux-là investissent à créer des salles de cinéma, voire même à créer des franchises. C'est-à-dire qu'une salle de cinéma comme le cinéma Le Den peut se démultiplier autant que cela est possible sur l'étendue du territoire. Très bien, merci à vous. Le temps est court, malheureusement. Merci à vous, Élie Walter Nkambi, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes chroniqueur culturel et conseil en ingénierie artistique.
Merci. La suite de ce journal parle d'économie et d'innovation technologique et la capitale économique Douala accueille une technopole baptisée Douala Tech Park. Le projet initié par la JFN High Tech University Institute est un véritable lieu de recherche et de développement tourné vers la promotion de l'industrie locale. La cérémonie d'inauguration de ce joyau s'est déroulée ce jeudi dans les locaux de cette prestigieuse université de Douala. Le compte rendu, Cédric Tachago. L'innovation technologique s'enrichit d'un fleuron dans la capitale économique. Douala Tech Park, un incubateur qui offre des services à forte valeur économique. Le JFN High Tech University Institute annonce que cette initiative est l'étape décisive d'un grand projet. L'objectif est de participer à la transformation structurelle de notre économie grâce à ces partenaires stratégiques qui sont autour de nous et de promouvoir le Made in Cameroun, de passer à l'industrie de la connaissance, de passer de l'industrie de la matière première à l'industrie de la connaissance, de faire en sorte qu'avec ces partenaires, nous puissions non seulement former, mais également intégrer ces solutions, ces technologies dans les entreprises, les administrations, les collectivités territoriales décentralisées. Création de compétences certifiées, développement de l'industrie locale, renforcement des capacités des entreprises, le Douala Tech Park se veut un levier stratégique pour le transfert des technologies émergentes. Google Cloud, Dassault Systèmes, KTM Group, des partenaires de poids se sont greffés au projet. On a su et on a compris très vite qu'effectivement l'éducation c'était le chemin pour pouvoir réussir une pénétration plus forte dans le domaine de l'innovation et de l'industrie. L'industrie étant vraiment l'objectif pour Dassault Systèmes, de réussir là et d'aller voir les grands industriels grâce à l'éducation, grâce à l'innovation. De pouvoir leur apporter ce qui est nécessaire de technologie pour qu'ils se transforment dans un monde qui l'oblige. Allocution, coupure symbolique du ruban, visite de l'infrastructure ont meublé la cérémonie d'inauguration. Pour les promoteurs, ceci est le premier jalon de la future technopole qui sera implantée à Douala. On reste en économie avec la question de savoir comment économiser ses revenus de manière responsable. Une question qui vaut son pesant d'or en ces jours où de nombreux Camerounais se plaignent du coût élevé de la vie. Comme tous les 31 octobre, ce jeudi est journée mondiale de l'épargne. Au moment tout trouvé pour interpeller les populations sur la promotion de cette pratique qui consiste à préserver une partie de ses revenus pour faire face à des dépenses futures. Quel est votre mode d'épargne favori? Cédric Tachago a posé la question à des habitants de la capitale économique. Et voici son reportage. Gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir l'utiliser, c'est nettement mieux. Et en matière d'épargne, il y a ceux qui ne font confiance qu'aux microfinances. Les avantages d'abord. En épargne, ça génère un pourcentage de 5% journalièrement. Je me dis quand même que c'est plus bénéfique. Certains retorquent en face que c'était avant. Mais avant, on l'a préféré parce qu'il y avait des dividendes qu'on prélevait. Bon, je ne sais pas quel est le pourcentage qu'on peut avoir aujourd'hui en laissant son argent à la banque. Pour les plus solidaires, comme dit Sana, c'est la confiance et l'amitié qui priment. La tontine ou rien. Je travaille dans le cafétéria. Je sais les clients. Si l'argent vient, peut-être 50 000 par mois, 100 000 par mois, c'est comme ça aussi. Glisser des pièces dans une caisse, la bonne vieille méthode est également privilégiée par ceux qui préfèrent garder un œil sur leur argent. Mais à certains, ne parlez surtout pas d'épargne. Le coût de la vie ne nous permet plus d'épargner honnêtement. Ça c'est mon cas et moi je m'en sors pas. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, tu veux qu'il épargne quoi? Affaire cap très compliqué, mais attention, il faut être prévoyant. Dans le reste de l'actualité, le récent assassinat du célèbre général ambazonien Lucifer a permis aux autorités du département de la Mémé de découvrir que les acheteurs de cacao de sa circonscription administrative financent l'activité des séparatistes. Les rançons qu'ils reversent à ces derniers devraient cesser au cas où ils n'aimeraient pas être assimilés aux sécessionnistes. Il a tenu une réunion à cet effet le 30 octobre dernier afin d'y mettre un terme. Le reportage de Serge Bertrand ici. C'est sur un ton martial qu'un Tondon Chamberlain, le préfet du département de la Mémé, s'est adressé aux cacaoculteurs de sa circonscription administrative. Et pour cause, il leur reproche de soutenir l'activité des Ambazoniens à travers les rançons qu'ils paient à ces derniers pour l'écoulement de leurs marchandises. Que ces acteurs de cacao sont les premiers acteurs
dans le financement du terrorisme. Comment? Parce que lorsqu'on saisit le cargaison de cacao en brousse, et ces criminels les appellent, et aussi, au lieu de se reporter, au lieu d'aller dire cela aux forces de maintien de l'ordre, d'aller se plaindre auprès du préfet, le sous-préfet, les hommes de Dieu, le Quataïd, ils préfèrent enlever des énormes sommes d'argent, 10 millions, pour aller leur donner en brousse, afin que leur cargaison soit libérée. Fort de ce constat, il a sonné la fin de la tolérance administrative et est désormais prêt à sanctionner quiconque se livrera à une telle pratique, car, de son avis, celui qui collabore avec un terroriste en est un lui aussi. Et j'ai dit que la tolérance administrative est terminée. Il est question pour eux de rendre compte, de se plaindre auprès des autorités administratives, des militaires et des forces de maintien de l'ordre pour que le problème soit résolu et que toute personne que je vais encore surprendre ou alors qu'on va venir me dire que cette personne donne de l'argent aux terroristes, cette personne sera traitée également comme terroriste. Il les a exhortés à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, qui sont les seules d'ailleurs de qui dépend la sécurité dans le département en particulier et dans la région du sud-ouest en général. Et c'est en présence de toutes les autorités militaires, civiles et administratives que les acheteurs de cacao ainsi que tous les représentants des entreprises impliquées ont pris l'engagement solennel de travailler désormais en collaboration avec les différentes administrations du département comme seule option pour mieux développer leur activité dans cette zone en crise. Direction la Libye avec la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni qui a marqué un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays. Les accords signés à Tripoli témoignent d'une volonté commune de renforcer la coopération économique. Larissa Libom. Le retour d'ITA Airways en Libye, la levée des restrictions de voyage pour les hommes d'affaires italiens et la reprise du méga-projet d'autoroute côtière sont autant de signaux forts de ce rapprochement. Ces initiatives visent à stimuler les échanges commerciaux et à favoriser les investissements italiens en Libye. Le choix de l'Italie de faire de la Libye un partenariat privilégié s'inscrit dans le cadre de son plan Mattei pour l'Afrique. Cette politique, qui prône une coopération gagnant-gagnant, vise à aider les pays africains à développer leurs ressources naturelles tout en réduisant les flux migratoires irréguliers. Au-delà des aspects économiques, ces accords revêtent une importance politique considérable. La Libye, en proie à une instabilité chronique depuis la chute de Muammar Kadhafi, cherche à se reconstruire et à retrouver sa stabilité. Le soutien de l'Italie est donc crucial pour Tripoli. Pour l'Italie, ce partenariat est également stratégique. En renforçant sa présence économique en Libye, Rome espère gagner une influence dans la région et contribuer à la stabilisation du pays. L'un des objectifs majeurs de cette coopération est de lutter contre les flux migratoires irréguliers qui constituent un enjeu majeur pour l'Europe. Si ces accords sont porteurs d'espoir, ils ne sont pas dénués de défis. La situation sécuritaire en Libye reste fragile et les tensions entre les différentes factions politiques persistent. L'héritage de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est mis en débat dans le sérail national avec des avis mitigés et partagés. On se rappelle que le 31 octobre 2014, une insurrection populaire marquait la fin du règne Compaoré après 27 ans de pouvoir. 10 ans plus tard, son image continue de diviser le pays. Si certains se souviennent de lui comme un garant de la stabilité, d'autres gardent en mémoire un régime marqué par des abus de pouvoir et des violations des droits humains. Valdez Futso. Il y a 10 ans, le Burkina Faso a connu un bouleversement politique majeur qui a mis fin aux 27 ans de règne de Blaise Compaoré. L'insurrection, motivée par un large mécontentement face à sa tentative de modifier la Constitution pour prolonger sa présidence, a vu des manifestations menées par des partis d'opposition et des groupes comme le Balai citoyen. Compaoré a annoncé sa démission le 31 octobre 2014 et s'est enfui en Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi une période de transition politique et d'espoir pour des réformes démocratiques. Depuis sa chute, Compaoré vit en exil, confronté à des défis juridiques, dont une condamnation à perpétuité par contumace pour son rôle présumé dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Son image reste aujourd'hui divisée au Burkina Faso. Certains le voient comme une force stabilisatrice, tandis que d'autres se souviennent de son régime marqué par la corruption et les violences des droits humains. Ses partisans espèrent toujours son retour et la restauration de ses politiques.
Nous accueillons Michel Ngosso pour l'instant du bulletin météo. Bonsoir Michel. Bonsoir Armel, bonsoir à tous, bienvenue à votre bulletin météo. Cette nuit, les localités du sud-ouest, du sud, du littoral, du centre pourraient être arrosées par des pluies orageuses accompagnées de vent. Par contre, la partie nord du territoire pourrait recevoir de particules de poussière dans l'atmosphère. Mesdames, messieurs, dans le ciel du Grand Nord, il y aura beaucoup de soleil sous une température de 30 degrés. Dans le sud-ouest, il y aura du soleil malgré la présence des nuages, température attendue 19 degrés. À l'ouest, le ciel sera nuageux, partiellement éclairci et ensoleillé, mais il y aura des pluies par endroits, température attendue 21 degrés. Dans le centre et le littoral, la présence des nuages n'empêchera pas le soleil de briller avec des températures de 23 degrés dans le centre, de 27 degrés dans le littoral. Dans le sud et dans le nord-ouest, le ciel sera orageux, il y aura quand même du soleil et de la pluie par endroits. Des températures attendues 24 degrés dans le sud, 18 degrés dans le nord-ouest. Mesdames, messieurs, c'est tout pour ce bulletin météo. Si vous êtes à Obala, Mtemin Koni. Michel Ngosso qu'on retrouve demain avec le même plaisir. Je vous laisse en compagnie de la pensée du jour. La vérité gagne toujours son procès. Explication. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le bienfait est toujours récompensé ou encore la vérité est toujours au-dessus du mensonge. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision. À très vite.